Dès les premières heures de la journée, une tension sourde semblait s'être installée dans l'air, comme si un événement invisible mais profondément menaçant s'apprêtait à bouleverser l'équilibre fragile de ceux qui, sans encore en avoir pleinement conscience, allaient être entraînés dans une spirale de peur et de manipulation dont ils ne maîtrisaient déjà plus les contours. Pour Margot, cette sensation n'avait rien d'abstrait, elle s'imposait au contraire comme une réalité physique, un poids oppressant qui comprimait sa poitrine depuis la veille, depuis cet instant précis où tout avait basculé avec une brutalité qu'elle n'avait ni anticipée ni réellement comprise sur le moment. La nuit qu'elle venait de traverser n'avait été qu'une succession de réveils en sursaut, de pensées fragmentées et d'images qui revenaient sans prévenir, toujours plus nettes, toujours plus difficiles à ignorer, comme si son esprit refusait à la fois de revivre ce qu'il avait enregistré et de l'effacer définitivement. Chaque détail de la scène s'imposait à elle avec une précision presque cruelle, depuis le regard de Raphaël Atlan jusqu'à la sensation de son emprise, en passant par cette frontière invisible qu'il avait franchie sans hésitation, transformant une relation professionnelle déjà ambiguë en un rapport de domination ouvertement violent. Lorsqu'elle franchit les portes du cabinet ce matin-là, Margot tenta instinctivement de se raccrocher à ce qui avait toujours constitué pour elle un refuge solide, une structure rationnelle capable de contenir les débordements émotionnels les plus imprévisibles, à savoir son travail, ses dossiers, cette logique juridique qui permet habituellement de donner du sens à l'incohérence des comportements humains. Pourtant, malgré ses efforts, elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé, que cette mécanique bien huilée ne suffisait plus à contenir le chaos intérieur qui commençait à s'installer en elle. C'est dans cet état de fragilité contenue que Cécile choisit de l'aborder, portée par une urgence qu'elle ne cherchait même plus à dissimuler, comme si elle avait compris, peut-être trop tard, que le dossier qu'elle traitait dépassait largement le cadre d'une simple affaire juridique pour s'inscrire dans une dynamique bien plus inquiétante. Cécile, habituellement si maîtrisée, laissa transparaître une forme de tension inhabituelle, signe évident que les informations qu'elle détenait sur Raphaël Atlan étaient loin d'être anodines. Avant même que les mots ne soient posés, un échange silencieux s'établit entre les deux femmes, un instant suspendu où la gravité de la situation circulait déjà dans leur regard, rendant presque superflue toute tentative d'explication. Pourtant, il fallait verbaliser, structurer, comprendre, et Cécile entreprit de dévoiler progressivement ce qu'elle avait découvert, dessinant le portrait d'un homme dont la dangerosité ne pouvait plus être ignorée ni minimisée. Mais Margot, incapable de contenir plus longtemps ce qu'elle avait vécu, interrompit ce récit avant même qu'il ne soit complet, laissant affleurer une vérité qu'elle avait tenté de maintenir à distance depuis la veille. Elle évoqua l'agression, sans s'attarder sur les détails, comme si le simple fait de nommer l'événement suffisait déjà à lui donner une existence insupportable. Ce qu'elle exprima, malgré sa retenue, suffit néanmoins à faire comprendre à Cécile que la situation avait déjà franchi un seuil critique, que la menace n'était plus théorique mais bien réelle. Le silence qui s'installa ensuite ne relevait pas d'un simple manque de mots, il traduisait au contraire la prise de conscience progressive d'une réalité qui échappait désormais à tout contrôle. Cécile comprit que ce dossier engageait désormais directement la sécurité de quelqu'un de son équipe, tandis que Margot, de son côté, sentit se fissurer cette distance professionnelle qui lui permettait jusqu'ici de garder une certaine maîtrise sur les événements. Dans ce contexte, la décision qu'elle prit s'imposa presque comme une évidence, même si elle révélait en creux l'ampleur de la peur qui commençait à s'installer en elle. Elle annonça qu'elle allait se récuser du dossier, reconnaissant ainsi qu'elle n'était plus en mesure d'assurer la défense de Raphaël Atlan après ce qu'il s'était produit. Ce choix, en apparence rationnel, marquait en réalité une rupture, un point de bascule où la logique professionnelle cédait face à une menace devenue trop personnelle pour être ignorée. Pendant que Margot tentait de reprendre pied dans une situation qui lui échappait de plus en plus, l'enquête suivait son cours, portée par la détermination de Manu Léoni qui, fidèle à son instinct, refusait de se contenter des réponses superficielles qu'on lui opposait. Convaincu que Raphaël Atlan dissimulait des éléments essentiels, il décida de le confronter directement, dans l'espoir de provoquer une faille, aussi infime soit-elle, susceptible de faire avancer ses investigations liées à Michel Fessard. La rencontre se déroula dans un cadre neutre en apparence, mais la tension qui s'en dégageait trahissait immédiatement l'importance de l'échange. Manu observa son interlocuteur avec une attention soutenue, cherchant à capter au-delà des mots les indices que le langage corporel pouvait révéler malgré les efforts de contrôle. Il évoqua le passé, les années d'études, les connexions possibles, tentant de reconstituer un lien que tout semblait indiquer, mais qu'Atlan s'efforçait de nier avec une constance presque mécanique. Ce refus catégorique, loin de dissiper les soupçons, ne fit que les renforcer, car il traduisait une maîtrise excessive, typique de ceux qui ont appris à se protéger derrière une façade parfaitement construite.
Manu, conscient de ce type de profil, comprit qu'il n'obtiendrait rien de plus dans l'immédiat, mais qu'il avait néanmoins confirmé une intuition essentielle. Atlan ne disait pas tout. Avant de mettre fin à l'entretien, il lui demanda de rester joignable, une formule banale en apparence mais qui, dans ce contexte, prenait la valeur d'un avertissement implicite. De son côté, Raphaël Atlan ne semblait nullement affecté par cette pression, bien au contraire, chaque tentative pour l'encercler semblait renforcer sa volonté de reprendre le contrôle de la situation, quitte à franchir de nouvelles limites. Cette volonté de domination allait bientôt se manifester de manière encore plus explicite, dans une confrontation directe avec Margot. Lorsque celle-ci se retrouva face à lui quelques heures plus tard, elle tenta malgré elle de maintenir une posture rationnelle, nourrissant l'espoir fragile que l'incident de la veille puisse être minimisé, requalifié, intégré dans une logique qui lui permettrait de reprendre le dessus. Cette illusion ne résista cependant pas longtemps à la réalité du comportement d'Atlan, qui adopta d'abord une attitude faussement apaisée, présentant des excuses soigneusement formulées, évoquant un malentendu destiné à semer le doute. Pendant un court instant, Margot sentit cette stratégie produire son effet, éveillant en elle une hésitation, une tentative de rationalisation qui aurait pu lui permettre de croire à un retour à une normalité relative. Mais cette construction fragile s'effondra brutalement lorsque le comportement d'Atlan changea, laissant apparaître sans filtre la violence qu'il s'efforçait jusque-là de contenir. La tension monta progressivement, transformant l'espace en un lieu de domination où la distance physique elle-même devenait un outil de pression. Sans laisser à Margot le temps de réagir, Atlan passa à l'acte en posant ses mains autour de son cou, imposant une violence directe qui ne laissait plus aucune place à l'ambiguïté. Le geste, à la fois brutal et maîtrisé, visait autant à terroriser qu'à démontrer son pouvoir, plongeant Margot dans un état de sidération où le corps réagit avant même que l'esprit ne puisse analyser la situation. Lorsqu'il relâcha son emprise, ce ne fut pas pour apaiser la situation, mais pour mieux en contrôler la suite, transformant cette agression en prélude à une stratégie de manipulation beaucoup plus large. Le discours qu'il tint ensuite, posé avec un calme glaçant, visait à enfermer Margot dans une logique de contrainte absolue, où chaque alternative se révélait plus destructrice que la précédente. Il exigea d'elle qu'elle fouille les dossiers de Cécile, qu'elle viole le secret de l'instruction et trahisse la confiance qui lui avait été accordée, transformant ainsi une professionnelle intègre en complice forcée d'une manipulation judiciaire. Pour s'assurer qu'elle comprenne pleinement les conséquences d'un refus, il introduisit dans son discours un élément qui changeait radicalement la nature de la menace. Le nom de Achille fut prononcé avec une froideur calculée, accompagné de l'évocation d'un accident possible, banal en apparence mais chargé d'une violence implicite impossible à ignorer. La manière dont Atlan formula cette menace, sans haussement de ton ni démonstration émotionnelle, la rendit d'autant plus terrifiante, car elle révélait une intention réfléchie, dénuée de toute impulsivité. À cet instant précis, Margot comprit que la situation lui échappait totalement, que le danger ne se limitait plus à sa propre personne mais s'étendait désormais à quelqu'un qu'elle aimait profondément. Cette prise de conscience provoqua en elle un basculement intérieur, une fissure dans ses certitudes qui laissait entrevoir l'ampleur du dilemme auquel elle allait être confrontée. Face à cette menace, toutes les règles qu'elle s'était imposées, toutes les limites qu'elle avait construites pour se protéger, commencèrent à vaciller, laissant place à une angoisse diffuse qui ne cessait de grandir à mesure qu'elle réalisait qu'elle était désormais prise au piège d'un jeu dont elle ne maîtrisait plus aucune des règles. Dans le prolongement immédiat de cette confrontation, le temps sembla perdre toute consistance pour Margot, comme si la réalité elle-même s'était déformée sous le poids de la menace qui venait de s'abattre sur elle, la laissant avancer mécaniquement sans véritablement percevoir ce qui l'entourait, tout en étant traversée par une succession de pensées contradictoires dont aucune ne parvenait à s'imposer comme une issue acceptable. Elle continua pourtant à agir, portée par une forme d'instinct de survie qui la poussait à ne rien laisser transparaître de l'effondrement intérieur qui s'installait en elle, consciente que le moindre signe de faiblesse pourrait avoir des conséquences qu'elle ne voulait même pas envisager. C'est dans cet état de tension permanente qu'elle prit la décision de retourner voir Raphaël Atlan, non pas pour le confronter, mais pour tenter de contenir, autant que possible, la menace qu'il faisait peser sur Achille, dont l'image ne cessait de s'imposer à elle avec une intensité nouvelle, comme si chaque souvenir lié à lui devenait soudainement un rappel brutal de ce qu'elle risquait de perdre. Cette démarche, en apparence rationnelle, révélait en réalité l'impasse dans laquelle elle se trouvait, car elle acceptait, sans même s'en rendre compte, d'entrer dans le jeu qu'Atlan avait soigneusement construit autour d'elle. Lorsqu'elle se présenta à nouveau face à lui, elle s'efforça de maintenir une posture maîtrisée, tentant de dissimuler la peur qui continuait de la traverser, tout en s'appuyant sur les éléments du dossier pour donner à cet échange une apparence strictement professionnelle.
Elle lui apporta ainsi l'alibi de la maîtresse de Michel Fessard, un élément déterminant qui venait renforcer la ligne de défense d'Atlan et qui, en temps normal, aurait constitué une avancée significative dans la gestion du dossier. Cependant, dans le contexte présent, cet acte prenait une dimension beaucoup plus ambiguë, car il s'inscrivait dans une dynamique de contrainte où chaque geste de Margot pouvait être interprété comme une réponse à la pression exercée par Atlan. En lui remettant ces informations, elle cherchait avant tout à gagner du temps, à apaiser temporairement la situation, dans l'espoir fragile de pouvoir trouver une solution qui lui permettrait de sortir de ce piège sans mettre Achille en danger. Dans le même temps, elle tenta d'obtenir de lui une forme d'engagement, une promesse qu'il ne ferait aucun mal à son neveu, comme si le simple fait de verbaliser cette demande pouvait suffire à créer une limite, à instaurer une règle dans un rapport qui, pourtant, reposait entièrement sur la transgression. Elle précisa également qu'elle n'avait parlé à personne de ce qu'il lui avait demandé, respectant ainsi les conditions implicites du chantage, ce qui confirmait à quel point elle se trouvait déjà enfermée dans la logique imposée par Atlan. Ce dernier, en possession des coordonnées de la maîtresse de Fessard, accueillit ces éléments avec un calme apparent qui contrastait avec la violence dont il avait fait preuve quelques heures plus tôt, donnant l'impression qu'il maîtrisait parfaitement chaque étape de la situation, comme si tout se déroulait exactement selon le plan qu'il avait élaboré. Cette absence de réaction visible ne faisait que renforcer le malaise de Margot, qui percevait derrière cette façade une détermination froide et méthodique, capable de s'adapter à toutes les évolutions sans jamais perdre de vue son objectif. Pendant ce temps, à un autre niveau de l'histoire, les tensions émotionnelles continuaient de se développer autour de Salomé, dont le quotidien au lycée devenait de plus en plus difficile à gérer depuis la nuit qu'elle avait passée avec Pablo. Ce qui, pour elle, avait représenté un moment sincère, une tentative de se rapprocher de quelqu'un en qui elle pensait pouvoir avoir confiance, se transformait progressivement en une source de malaise et de remise en question, alimentée par l'attitude fuyante de Pablo. Lorsqu'elle tenta d'aborder la situation avec lui, cherchant à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait et à comprendre ce qu'il en pensait réellement, elle se heurta à une forme de fermeture qui la déstabilisa profondément. Pablo, incapable d'assumer ce qu'il avait vécu, préféra éviter la confrontation, se retranchant derrière une fuite qui laissait Salomé seule face à ses émotions, confrontée à un silence qui valait bien plus qu'un refus explicite. Cette réaction eut pour effet de fragiliser encore davantage Salomé, qui prit conscience, à travers le regard que Pablo posait sur elle, qu'il ne partageait pas la même lecture des événements, que ce qui avait été pour elle un moment important ne représentait pour lui qu'une erreur à oublier. Cette dissonance émotionnelle créa une blessure difficile à formuler, un mélange de honte, de frustration et de tristesse qui s'installa durablement en elle. Dans ce contexte, la présence de Clara prit une importance particulière, car elle apparaissait comme une figure de soutien, quelqu'un avec qui Salomé pouvait partager ses doutes et ses ressentis sans craindre d'être jugée. Leur rencontre à la salle d'escalade offrit un espace de respiration, un moment suspendu où les tensions du lycée semblaient momentanément s'effacer. Clara, en apparence bienveillante, adopta une attitude rassurante, encourageant Salomé à ne pas se laisser définir par le comportement de Pablo, à reconnaître sa propre valeur indépendamment du regard qu'il portait sur elle. Ce discours, qui pouvait sembler sincère, contribuait à renforcer le lien entre les deux jeunes femmes, installant une dynamique de confiance qui, pour Salomé, représentait un point d'ancrage dans une période de grande instabilité émotionnelle. Pourtant, derrière cette apparente neutralité, le comportement de Clara laissait entrevoir une dimension plus complexe, notamment à travers l'intérêt marqué qu'elle portait à Sabine Baker. Le fait qu'elle consulte avec insistance la page de Sabine sur le site du lycée ne relevait pas d'une simple curiosité, mais traduisait une forme d'obsession dont les motivations restaient encore floues, suggérant l'existence d'un objectif plus profond, dissimulé derrière son intégration progressive dans le cercle de Salomé. Parallèlement, la situation de Jérémy continuait de se détériorer, son état psychologique se fragilisant sous l'effet d'une pression constante qui se manifestait par des crises d'angoisse et des troubles du sommeil de plus en plus fréquents. L'incapacité à trouver un apaisement, même temporaire, traduisait un niveau de stress particulièrement élevé, qui ne pouvait être ignoré sans risque. Face à cette situation, Claudine tenta de maintenir une forme de stabilité, en lui conseillant de consulter un médecin tout en lui promettant qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le sortir de cette situation. Cette promesse, bien que sincère, reposait sur des éléments qui échappaient en grande partie à son contrôle, ce qui ajoutait une dimension d'incertitude à un contexte déjà particulièrement instable. Dans un registre différent, la situation de Pablo évoluait également, mais selon une logique plus pragmatique, liée à ses préoccupations matérielles et à son désir d'indépendance. En effectuant des courses pour Hugo, il découvrit qu'une épicerie recherchait un employé supplémentaire,
une opportunité qu'il décida d'explorer malgré les contraintes liées à son statut de lycéen. Cette initiative, motivée par le besoin de gagner de l'argent en vue des vacances d'été, révéla une volonté de prendre en charge sa propre situation, mais suscita également des réactions contrastées dans son entourage. Hugo, inquiet des répercussions potentielles sur ses résultats scolaires, exprima des réserves quant à cette décision, tandis que Sabine Baker adopta une position plus ouverte, estimant qu'il était important de lui laisser la possibilité d'essayer. Ces divergences de point de vue traduisaient des conceptions différentes de ce qui était le mieux pour Pablo, mettant en lumière les tensions inhérentes à toute tentative d'autonomisation à un âge où les choix peuvent avoir des conséquences durables. Mais au-delà de ces dynamiques parallèles, une menace plus sombre continuait de se développer, portée par la détermination de Raphaël Atlan, qui, loin de se contenter du contrôle qu'il exerçait déjà sur Margot, décida de franchir une nouvelle étape dans l'escalade de la violence. À la tombée de la nuit, dissimulé sous une cagoule, il passa à l'action en s'attaquant directement à la maîtresse de Michel Fessard, profitant de son retour à vélo pour l'agresser dans un environnement où elle se trouvait particulièrement vulnérable. Ce passage à l'acte, préparé avec soin, marquait un tournant décisif, car il démontrait qu'Atlan était prêt à utiliser la violence de manière concrète pour atteindre ses objectifs. Cette attaque ne constituait pas seulement un acte isolé, mais s'inscrivait dans une stratégie globale visant à éliminer les obstacles et à renforcer sa position, confirmant ainsi que la menace qu'il représentait ne cessait de s'intensifier, plaçant tous ceux qui gravitaient autour de lui dans une situation de danger croissant. Dans ce contexte, Margot, déjà fragilisée par le chantage dont elle faisait l'objet, se retrouvait désormais au cœur d'un dispositif dont elle ne maîtrisait plus aucun paramètre, contrainte d'avancer dans une obscurité où chaque décision pouvait avoir des conséquences irréversibles, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qu'elle cherchait désespérément à protéger. À mesure que la nuit s'installait sur Montpellier, une sensation d'étouffement diffus semblait se propager à travers les différentes trajectoires qui, sans se croiser directement, participaient pourtant à une même montée de tension dont personne ne maîtrisait réellement l'ampleur. Pour Margot, cette sensation prenait désormais la forme d'une inquiétude constante, presque organique, qui s'insinuait dans chacune de ses pensées et transformait chaque moment de silence en une anticipation angoissée de ce qui pourrait survenir. Depuis sa dernière confrontation avec Raphaël Atlan, elle avait l'impression d'être entrée dans une temporalité différente, une sorte de compte à rebours invisible dont elle ignorait la durée mais dont elle percevait chaque seconde comme une menace supplémentaire. L'image de Achille s'imposait à elle avec une intensité croissante, transformant la peur en une responsabilité écrasante, car ce n'était plus seulement sa propre sécurité qui était en jeu, mais celle d'un enfant dont elle se sentait désormais directement responsable. Cette pression intérieure ne trouvait aucun apaisement, même lorsqu'elle tentait de se concentrer sur des tâches concrètes, car chaque action, chaque décision semblait désormais contaminée par la présence implicite du chantage qui pesait sur elle. L'idée même de fouiller les dossiers de Cécile, qu'elle aurait autrefois rejetés sans hésitation, commençait à se transformer en une option envisageable, non pas par conviction, mais parce que toutes les alternatives semblaient conduire à une issue plus dangereuse encore. Dans le même temps, l'évolution du comportement de Raphaël Atlan confirmait que la situation ne ferait que s'aggraver, car l'agression menée contre la maîtresse de Michel Fessard ne relevait pas d'un simple débordement, mais bien d'une stratégie délibérée visant à renforcer son emprise sur l'ensemble des acteurs impliqués dans l'affaire. Cette attaque, menée avec une précision calculée, témoignait d'une capacité à passer à l'acte sans hésitation, ce qui rendait toute menace qu'il pouvait formuler infiniment plus crédible. Dans les heures qui suivirent, cette agression commença à produire ses effets, non seulement sur l'enquête, mais aussi sur la perception globale de la situation, car elle introduisait une dimension de violence concrète qui ne pouvait plus être ignorée. Pour ceux qui, comme Manu Léoni, tentaient de reconstituer les faits, cet événement constituait un élément supplémentaire venant confirmer l'intuition selon laquelle Atlan représentait un danger bien plus important qu'il ne le laissait apparaître. Cependant, malgré ces indices, l'absence de preuves directes continuait de compliquer le travail d'enquête, laissant une marge de manœuvre à Atlan dont il semblait parfaitement conscient, ajustant ses actions de manière à rester toujours en deçà du seuil qui permettrait de l'incriminer de manière formelle. Cette maîtrise de la frontière entre légalité apparente et violence dissimulée renforçait son pouvoir, car elle le plaçait dans une position où il pouvait agir sans être immédiatement inquiété. Pendant que cette mécanique se mettait en place, les dynamiques plus intimes continuaient d'évoluer, révélant des fragilités qui, bien que moins spectaculaires, n'en étaient pas moins significatives. Pour Salomé, le malaise provoqué par l'attitude de Pablo ne cessait de s'amplifier, transformant ce qui aurait pu rester un moment isolé en une source persistante de doute et de remise en question.
Chaque interaction au lycée devenait une épreuve, car la présence de Pablo, même silencieuse, suffisait à raviver ce sentiment de rejet qu'elle avait perçu dans son regard. L'incapacité à obtenir une clarification, à mettre des mots sur ce qui s'était passé entre eux, la laissait enfermée dans une interprétation douloureuse, où elle oscillait entre la colère et la tristesse sans parvenir à trouver un point d'équilibre. Dans ce contexte, la relation qu'elle développait avec Clara prenait une dimension particulière, car elle représentait un espace de parole où elle pouvait exprimer ses émotions sans crainte d'être jugée ou rejetée. Clara, attentive et présente, semblait offrir exactement ce dont Salomé avait besoin, à savoir une écoute bienveillante et des conseils qui allaient dans le sens d'une reconstruction de l'estime de soi. Cependant, cette proximité, qui apparaissait comme une source de réconfort, dissimulait également une part d'ambiguïté, notamment en raison de l'intérêt persistant que Clara portait à Sabine Baker. Le fait qu'elle consulte régulièrement la page de Sabine, avec une attention qui dépassait largement la simple curiosité, suggérait l'existence d'une intention plus profonde, dont Salomé ne percevait pas encore les contours mais qui pourrait, à terme, modifier la nature de leur relation. Cette dualité dans le comportement de Clara introduisait une tension supplémentaire dans un environnement déjà instable, car elle posait la question de la sincérité des liens qui se tissaient, laissant planer le doute sur la véritable place qu'elle occupait dans cette configuration. Parallèlement, la situation de Jérémy continuait de se détériorer de manière préoccupante, son état psychologique se fragilisant sous l'effet d'une accumulation de stress qui se manifestait par des symptômes de plus en plus envahissants. L'insomnie, loin de se résorber, s'installait durablement, accompagnée de crises d'angoisse qui semblaient survenir sans déclencheur identifiable, traduisant une perte progressive de contrôle sur ses propres réactions. Cette détérioration ne passait pas inaperçue aux yeux de Claudine, qui, malgré sa volonté de le soutenir, se trouvait confrontée à une situation qu'elle ne pouvait pas résoudre seule. En lui conseillant de consulter un médecin, elle reconnaissait implicitement que le problème dépassait le cadre d'un simple accompagnement moral, tout en tentant de maintenir une promesse de protection qui, dans ce contexte, apparaissait de plus en plus difficile à tenir. Dans un registre différent, mais tout aussi révélateur des tensions à l'œuvre, la situation de Pablo continuait d'évoluer autour de son projet de travail à l'épicerie, une initiative qui traduisait une volonté d'indépendance mais qui soulevait également des inquiétudes quant à ses conséquences sur son parcours scolaire. Le débat qui s'installa entre Hugo et Sabine Baker mettait en lumière deux approches distinctes de l'accompagnement, l'une privilégiant la prudence et la protection, l'autre valorisant l'expérimentation et la responsabilisation. Ce type de divergence, fréquent dans les situations d'éducation, prenait ici une dimension particulière, car il s'inscrivait dans un contexte où les repères étaient déjà fragilisés par d'autres tensions, rendant chaque décision plus lourde de conséquences potentielles. Mais au-delà de ces trajectoires individuelles, c'est bien la menace incarnée par Raphaël Atlan qui continuait de structurer l'ensemble des événements, imposant une logique de domination qui dépassait largement le cadre de ces interactions directes. En orchestrant simultanément la pression sur Margot et l'intimidation physique de témoins potentiels, il démontrait une capacité à agir sur plusieurs niveaux, renforçant ainsi son contrôle sur la situation. Pour Margot, cette prise de conscience était particulièrement déstabilisante, car elle impliquait que toute tentative de résistance devait être pensée non seulement en fonction de sa propre sécurité, mais aussi en tenant compte des répercussions possibles sur les autres, en particulier sur Achille. Cette responsabilité, qu'elle n'avait pas choisie mais qu'elle ne pouvait pas ignorer, constituait désormais le cœur du dilemme auquel elle était confrontée. À mesure que les heures passaient, une question revenait sans cesse, sous différentes formes, sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Jusqu'où était-elle prête à aller pour protéger Achille, et à partir de quel point la trahison de ses principes deviendrait-elle irréversible? Cette interrogation, loin d'être théorique, s'imposait comme une réalité immédiate, car chaque instant qui passait la rapprochait d'un choix qu'elle ne pouvait plus repousser indéfiniment. Dans cette atmosphère lourde et incertaine, les différentes intrigues continuaient de progresser en parallèle, chacune portant en elle une part de tension qui, cumulée aux autres, contribuait à créer un climat général de fragilité où le moindre événement pouvait provoquer une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles. Et au cœur de ce système instable, Margot restait la pièce la plus vulnérable, celle sur laquelle s'exerçait la pression la plus directe, mais aussi celle dont les décisions allaient, sans qu'elle en mesure encore pleinement la portée, influencer le cours des événements à venir de manière décisive. À mesure que les événements s'enchaînaient, une impression diffuse de déséquilibre commençait à s'imposer, comme si les différentes trajectoires, jusque-là parallèles, se rapprochaient progressivement d'un point de convergence où les tensions accumulées risquaient de se libérer de manière incontrôlable. Pour Margot, cette sensation ne relevait plus d'une simple inquiétude,
mais d'une certitude intérieure, celle d'être désormais enfermée dans un engrenage dont chaque mouvement la rapprochait d'une décision irréversible. Depuis que Raphaël Atlan avait formulé sa menace, le rapport au temps de Margot s'était profondément altéré, transformant chaque instant en une épreuve où l'anticipation du danger prenait le pas sur toute autre considération. L'idée de Achille, constamment présente en arrière-plan, agissait comme un rappel permanent de ce qui était en jeu, rendant toute tentative de rationalisation particulièrement fragile face à la perspective d'un passage à l'acte que rien ne semblait pouvoir empêcher. Dans ce contexte, la question de savoir si elle devait céder aux exigences d'Atlan ne pouvait plus être abordée uniquement sous l'angle moral ou professionnel, car elle s'inscrivait désormais dans une logique de protection immédiate où l'urgence primait sur les principes. Cette évolution, imperceptible au départ, s'imposait progressivement comme une évidence douloureuse, révélant à quel point le chantage avait déjà commencé à produire ses effets en modifiant la structure même de sa réflexion. Pendant que Margot luttait intérieurement contre cette dérive, l'enquête poursuivait son cours, portée par une dynamique qui, bien que lente, continuait de mettre en lumière les incohérences du discours de Raphaël Atlan. Manu Léoni, fidèle à son approche méthodique, s'efforçait de recouper les informations disponibles, conscient que la clé de l'affaire résidait probablement dans un détail apparemment insignifiant mais capable de faire basculer l'ensemble du dossier. Cependant, la capacité d'Atlan à anticiper les mouvements de l'enquête et à adapter son comportement en conséquence rendait cette tâche particulièrement complexe, car il semblait toujours évoluer à la limite de ce qui pouvait être prouvé, sans jamais franchir explicitement la ligne qui aurait permis de l'incriminer. Cette maîtrise de la zone grise renforçait son pouvoir, en lui permettant de maintenir une pression constante sans s'exposer directement. Dans le même temps, les conséquences de l'agression contre la maîtresse de Michel Fessard commençaient à se faire sentir, non seulement sur le plan de l'enquête, mais aussi dans la perception générale du danger que représentait désormais Atlan. Ce passage à l'acte, loin d'être isolé, apparaissait comme une étape supplémentaire dans une stratégie d'intimidation visant à neutraliser toute personne susceptible de compromettre sa position. Pour Margot, cette évolution constituait un élément supplémentaire venant renforcer la crédibilité des menaces qui pesaient sur Achille, car elle démontrait qu'Atlan était non seulement capable de violence, mais aussi prêt à l'utiliser de manière ciblée pour atteindre ses objectifs. Cette prise de conscience accentuait encore le sentiment d'urgence qui s'imposait à elle, réduisant progressivement l'espace de réflexion dont elle disposait. Parallèlement à cette tension centrale, les dynamiques relationnelles continuaient de se transformer, révélant des fractures qui, bien que moins visibles, participaient à la construction d'un climat général d'instabilité. Pour Salomé, la distance instaurée par Pablo ne cessait de produire ses effets, alimentant un sentiment de rejet difficile à dépasser malgré les tentatives de rationalisation qu'elle s'efforçait de mettre en place. L'absence de dialogue, combinée à la présence constante de Pablo dans son environnement quotidien, créait une tension diffuse qui s'inscrivait dans la durée, transformant chaque interaction potentielle en une source d'appréhension. Ce silence, loin d'apaiser la situation, contribuait au contraire à renforcer l'incompréhension, laissant Salomé face à des questions sans réponse qui alimentaient une forme de fragilité émotionnelle. Dans ce contexte, le rôle de Clara devenait de plus en plus central, car elle apparaissait comme la seule personne capable d'offrir à Salomé un espace de parole et de réassurance. En adoptant une posture empathique, en valorisant son ressenti et en critiquant implicitement le comportement de Pablo, Clara consolidait progressivement une relation de confiance qui, pour Salomé, constituait un point d'appui essentiel. Cependant, cette proximité croissante n'était pas dénuée d'ambiguïté, notamment en raison de l'intérêt persistant que Clara manifestait pour Sabine Baker, un élément qui, bien qu'encore discret, introduisait une dimension supplémentaire dans son comportement. Le fait qu'elle consulte régulièrement des informations la concernant suggérait l'existence d'un objectif plus large, dont les implications restaient encore difficiles à cerner mais qui pourrait, à terme, influencer l'équilibre des relations en place. Cette dualité, entre soutien apparent et motivations implicites, constituait une source de tension latente, car elle posait la question de la sincérité des interactions et de la manière dont les liens se construisent dans un environnement marqué par l'incertitude. Dans une autre sphère, la situation de Jérémy continuait de susciter une inquiétude croissante, son état psychologique se détériorant sous l'effet d'un stress prolongé qui semblait désormais échapper à tout contrôle. Les crises d'angoisse, loin de se résorber, devenaient plus fréquentes et plus intenses, traduisant une difficulté à gérer la pression qui pesait sur lui. Face à cette évolution, Claudine se trouvait confrontée à une limite qu'elle ne pouvait ignorer, car malgré sa volonté de le soutenir et de lui apporter des solutions, elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour traiter un mal qui relevait désormais d'un déséquilibre plus profond.
En l'encourageant à consulter un médecin, elle reconnaissait implicitement la gravité de la situation, tout en maintenant une promesse de protection qui, dans ce contexte, apparaissait de plus en plus difficile à tenir. Du côté de Pablo, les tensions liées à son projet de travail continuaient d'alimenter des débats au sein de son entourage, révélant des divergences de perception quant à ce qui constituait la meilleure approche pour accompagner son désir d'indépendance. Hugo, préoccupé par les conséquences potentielles sur ses résultats scolaires, adoptait une position prudente, tandis que Sabine Baker privilégiait une approche plus ouverte, considérant que l'expérimentation faisait partie intégrante du processus d'apprentissage. Ces tensions, bien que moins spectaculaires que celles liées à l'affaire Atlan, contribuaient néanmoins à renforcer un climat général d'incertitude, où chaque décision semblait devoir être pesée avec une attention particulière en raison des répercussions possibles. Mais au-delà de ces différentes dynamiques, c'est bien la stratégie globale de Raphaël Atlan qui continuait de structurer l'ensemble des événements, car en maintenant une pression constante sur Margot tout en agissant de manière indirecte sur d'autres acteurs, il démontrait une capacité à orchestrer une situation complexe en jouant sur plusieurs leviers simultanément. Pour Margot, cette prise de conscience constituait un élément déterminant, car elle impliquait que toute tentative de résistance devait être envisagée dans une perspective globale, prenant en compte non seulement ses propres actions, mais aussi leurs conséquences potentielles sur l'ensemble des personnes impliquées. Cette complexité rendait toute décision particulièrement difficile, car elle impliquait de naviguer dans un espace où aucune option ne pouvait être considérée comme entièrement sûre. À mesure que la pression s'intensifiait, une transformation intérieure commençait à s'opérer en elle, marquée par un glissement progressif de la peur vers une forme de détermination contrainte, comme si la nécessité de protéger Achille prenait peu à peu le pas sur toutes les autres considérations. Ce basculement, encore fragile, annonçait une évolution qui pourrait, à terme, modifier profondément la manière dont elle allait aborder la situation. Dans cette atmosphère chargée d'incertitude, chaque événement, aussi minime soit-il, prenait une importance particulière, car il pouvait constituer le déclencheur d'une réaction en chaîne aux conséquences imprévisibles. Et au cœur de cette configuration instable, Margot demeurait la pièce centrale, celle dont les choix allaient, sans qu'elle en mesure encore pleinement la portée, orienter le cours des événements vers une issue dont personne ne pouvait encore anticiper les contours. À ce stade de l'histoire, l'ensemble des tensions accumulées commençait à produire un effet de saturation, comme si chaque personnage évoluait désormais dans un espace où les marges de manœuvre se réduisaient progressivement, rendant toute tentative d'évitement de plus en plus illusoire. Pour Margot, cette sensation prenait la forme d'une pression constante qui ne la quittait plus, une présence invisible mais persistante qui influençait chacune de ses décisions, chaque silence devenant une réflexion, chaque regard une question à laquelle elle ne pouvait plus échapper. Depuis que Raphaël Atlan avait clairement établi les règles de son chantage, la réalité de Margot s'était transformée en un terrain miné où chaque mouvement devait être anticipé, mesuré, contrôlé avec une précision extrême. Elle ne pouvait plus se permettre de réagir de manière instinctive, car la moindre erreur pouvait avoir des conséquences irréversibles, notamment pour Achille, dont la sécurité demeurait au centre de toutes ses préoccupations. Dans cet état de tension permanente, une évolution subtile mais décisive s'opérait en elle, marquée par une forme d'acceptation progressive de la situation, non pas dans le sens d'une résignation, mais plutôt comme une adaptation contrainte à un environnement dont elle ne pouvait plus ignorer les règles. L'idée de fouiller les dossiers de Cécile, autrefois impensable, s'inscrivait désormais dans une réflexion plus large où la notion de choix se trouvait elle-même altérée par la pression exercée. Ce glissement intérieur ne se faisait pas sans résistance, car chaque pensée allant dans ce sens déclenchait immédiatement une réaction opposée, une tentative de se raccrocher aux principes qui avaient jusque-là structuré son identité professionnelle. Pourtant, à mesure que les heures passaient, l'équilibre entre ces deux forces devenait de plus en plus instable, laissant entrevoir la possibilité d'une décision qui, quelques jours plus tôt, aurait été inimaginable. Pendant ce temps, Raphaël Atlan poursuivait sa stratégie avec une constance qui renforçait son emprise sur la situation, chaque action s'inscrivant dans une logique globale visant à consolider son contrôle tout en limitant les risques d'exposition directe. L'attaque menée contre la maîtresse de Michel Fessard continuait de produire ses effets, non seulement en instaurant un climat de peur, mais aussi en réduisant les possibilités de témoignages susceptibles de compromettre sa position. Cette capacité à agir de manière indirecte, en influençant les comportements par la peur plutôt que par la confrontation directe, constituait l'un des éléments clés de sa stratégie, car elle lui permettait de maintenir une pression constante sans s'exposer de manière évidente. Pour ceux qui tentaient de comprendre ses motivations,
Cette approche rendait son profil particulièrement difficile à cerner, oscillant entre rationalité calculée et violence imprévisible. Dans ce contexte, Manu Léoni poursuivait ses investigations avec une détermination qui ne faiblissait pas, malgré les obstacles rencontrés. Conscient que le temps jouait contre lui, il s'efforçait de rassembler des éléments susceptibles de renforcer le dossier, tout en restant attentif aux évolutions de la situation qui pourraient offrir de nouvelles pistes. Cependant, l'absence de preuves directes continuait de limiter ses possibilités d'action, le contraignant à évoluer dans une zone d'incertitude où chaque hypothèse devait être vérifiée avant de pouvoir être exploitée. Cette situation, bien que frustrante, ne faisait que renforcer sa conviction que quelque chose d'important lui échappait encore, un détail capable de faire basculer l'enquête mais qui restait pour l'instant hors de portée. Parallèlement à cette dynamique principale, les tensions émotionnelles qui traversaient les autres personnages continuaient de se développer, contribuant à créer un climat général d'instabilité où chaque relation semblait fragilisée. Pour Salomé, la situation avec Pablo ne cessait de peser sur son quotidien, transformant chaque interaction en une source de malaise difficile à gérer. L'absence de clarification, combinée à l'attitude distante de Pablo, renforçait le sentiment d'incompréhension qui s'installait en elle, alimentant une forme de remise en question qui dépassait le cadre de cette relation pour toucher à son estime personnelle. Cette évolution, progressive mais constante, contribuait à fragiliser son équilibre émotionnel, la rendant plus vulnérable aux influences extérieures. Dans ce contexte, la présence de Clara continuait de jouer un rôle déterminant, offrant à Salomé un espace de soutien qui lui permettait de verbaliser ses émotions et de trouver un semblant de stabilité. Clara, en adoptant une posture compréhensive, consolidait progressivement sa place dans la vie de Salomé, créant un lien qui, en apparence, reposait sur une confiance mutuelle. Cependant, cette relation n'était pas exempte de zones d'ombre, notamment en raison de l'intérêt persistant que Clara portait à Sabine Baker, un élément qui, bien qu'encore discret, introduisait une dimension supplémentaire dans son comportement. Cette attention particulière, difficile à justifier dans le contexte de ses interactions avec Salomé, suggérait l'existence d'un objectif plus complexe, dont les implications restaient encore à définir. Dans une autre sphère, la situation de Jérémy continuait de susciter une inquiétude croissante, son état psychologique se dégradant sous l'effet d'un stress prolongé qui semblait désormais échapper à tout contrôle. Les crises d'angoisse, associées à une fatigue chronique liée à l'insomnie, contribuaient à créer un cercle vicieux dont il peinait à sortir, malgré les efforts de Claudine pour lui apporter un soutien. Cette situation mettait en évidence les limites de l'accompagnement dont il bénéficiait, soulignant la nécessité d'une prise en charge plus adaptée, même si cette perspective impliquait de reconnaître une vulnérabilité qu'il n'était peut-être pas prêt à accepter. Claudine, consciente de cette réalité, se trouvait confrontée à un dilemme, oscillant entre le désir de protéger et la nécessité de confronter Jérémy à la gravité de son état. Du côté de Pablo, les tensions liées à son projet de travail continuaient d'alimenter des débats au sein de son entourage, révélant des divergences de perception quant à la manière dont il convenait de gérer son désir d'indépendance. Hugo, soucieux de préserver son équilibre scolaire, exprimait des réserves quant à cette initiative, tandis que Sabine Baker adoptait une position plus ouverte, estimant qu'il était important de lui laisser la possibilité d'expérimenter. Ces discussions, bien qu'ancrées dans un registre différent de celui de l'intrigue principale, participaient néanmoins à la construction d'un climat général où chaque décision semblait devoir être pesée avec une attention particulière, en raison des conséquences potentielles qu'elle pouvait entraîner. Mais au-delà de ces différentes dynamiques, c'est bien la situation de Margot qui continuait de concentrer l'essentiel de l'attention, car elle se trouvait désormais à un point où l'inaction devenait elle-même une forme de décision. Le temps dont elle disposait pour réfléchir, pour envisager des alternatives, semblait se réduire à mesure que la menace se précisait, la rapprochant inexorablement d'un moment où elle devrait choisir entre deux options également inacceptables. Cette perspective, loin d'être théorique, s'imposait comme une réalité imminente, renforçant le sentiment d'urgence qui s'installait en elle. La protection de Achille, qui constituait jusqu'ici une priorité parmi d'autres, devenait désormais le critère principal à partir duquel toutes les décisions devaient être évaluées, reléguant au second plan des considérations qui, en d'autres circonstances, auraient été déterminantes. À mesure que cette logique s'imposait, une transformation plus profonde commençait à se dessiner, marquée par une redéfinition des priorités et des limites, comme si la situation l'obligeait à reconsidérer ce qu'elle était prête à sacrifier pour atteindre son objectif. Cette évolution, encore incomplète, annonçait un basculement qui pourrait, à terme, modifier de manière irréversible son rapport à elle-même et aux autres.
Dans cette atmosphère lourde de conséquences potentielles, chaque personnage poursuivait sa trajectoire, contribuant à un ensemble de tensions qui, bien que distinctes, semblaient converger vers un point commun où les choix individuels allaient interagir de manière imprévisible. Et au cœur de ce dispositif complexe, Margot demeurait l'élément le plus exposé, celui dont la décision à venir risquait de déclencher une série d'événements dont personne ne pouvait encore mesurer l'ampleur. À ce stade ultime de la progression des événements, une forme de basculement silencieux semblait s'opérer, comme si toutes les tensions accumulées jusque-là avaient atteint un seuil critique au-delà duquel aucun retour en arrière n'était plus réellement envisageable. Pour Margot, cette évolution ne se manifestait pas sous la forme d'un événement soudain, mais plutôt comme une transformation progressive de son état intérieur, une adaptation contrainte à une réalité dont elle ne pouvait plus nier la violence ni les implications. Depuis que Raphaël Atlan avait introduit la menace visant Achille, chaque instant de son quotidien s'était chargé d'une gravité nouvelle, transformant les gestes les plus simples en décisions potentiellement lourdes de conséquences. L'idée même de protéger Achille ne relevait plus d'un principe abstrait, mais d'une nécessité immédiate qui s'imposait à elle avec une intensité croissante, redéfinissant l'ensemble de ses priorités. Dans ce contexte, la question du passage à l'acte, à savoir la possibilité de céder aux exigences d'Atlan en fouillant les dossiers de Cécile, cessait progressivement d'être une hypothèse pour devenir une option concrète, inscrite dans une logique de survie où les repères habituels perdaient de leur pertinence. Ce glissement, bien que douloureux, s'inscrivait dans une dynamique où la contrainte extérieure finissait par remodeler les limites intérieures, révélant la fragilité des principes face à une menace directe. Cependant, cette évolution ne se faisait pas sans résistance, car chaque pensée allant dans ce sens se heurtait à une opposition interne, une tentative de préserver ce qui restait de son intégrité professionnelle et personnelle. Cette lutte intérieure, loin de s'apaiser, s'intensifiait à mesure que le temps passait, créant une tension permanente qui la maintenait dans un état d'alerte constant. Dans le même temps, la progression de Raphaël Atlan confirmait que la situation ne ferait que s'aggraver, car son passage à l'acte contre la maîtresse de Michel Fessard témoignait d'une volonté claire de franchir les limites sans hésitation. Cette attaque, loin d'être un simple acte isolé, s'inscrivait dans une stratégie plus large visant à neutraliser toute menace potentielle, renforçant ainsi son contrôle sur l'ensemble des acteurs impliqués. Pour ceux qui tentaient de comprendre et de contenir cette menace, notamment Manu Léoni, la situation devenait de plus en plus complexe, car elle impliquait de naviguer dans un espace où les preuves tangibles faisaient défaut, malgré une accumulation d'indices convergents. Cette absence de certitude formelle limitait les possibilités d'action, laissant Atlan évoluer dans une zone grise qui lui permettait de poursuivre ses activités sans être immédiatement inquiété. Dans un registre parallèle, les tensions émotionnelles continuaient de se développer, révélant des fragilités qui, bien que moins visibles, participaient à la construction d'un climat général d'instabilité. Pour Salomé, la relation avec Pablo restait marquée par une absence de résolution, transformant ce qui aurait pu être un épisode isolé en une source persistante de malaise et de remise en question. Cette situation, combinée à la présence constante de Pablo dans son environnement quotidien, contribuait à maintenir un niveau de tension émotionnelle difficile à apaiser, renforçant le sentiment d'incompréhension qui s'installait en elle. Dans ce contexte, le soutien de Clara apparaissait comme un élément stabilisateur, même si l'ambiguïté de son comportement, notamment son intérêt pour Sabine Baker, laissait entrevoir des motivations plus complexes. Cette dualité, entre soutien apparent et intentions implicites, introduisait une dimension supplémentaire dans l'équilibre des relations, suggérant que les interactions ne pouvaient pas être appréhendées uniquement à travers leur dimension visible. Parallèlement, la situation de Jérémy continuait de susciter une inquiétude croissante, son état psychologique se dégradant sous l'effet d'un stress prolongé qui semblait désormais hors de contrôle. Les crises d'angoisse, associées à une fatigue persistante, traduisaient une fragilité qui ne pouvait plus être ignorée, malgré les efforts de Claudine pour lui apporter un soutien. Dans ce contexte global marqué par l'incertitude, chaque trajectoire semblait évoluer vers un point de tension maximale, où les choix individuels allaient interagir de manière imprévisible. Et au cœur de cette configuration, Margot restait la pièce centrale, celle dont la décision allait, sans qu'elle en mesure encore pleinement la portée, orienter l'ensemble des événements à venir. Car désormais, la question n'était plus de savoir si elle devait agir, mais comment, et surtout à quel prix. Dans ce moment suspendu, où toutes les options semblaient conduire à une forme de perte, Margot comprit que la véritable épreuve ne résidait pas seulement dans la menace extérieure incarnée par Atlan, mais aussi dans la transformation intérieure qu'elle était en train de subir, une transformation qui risquait de redéfinir durablement son rapport à elle-même, à son métier et aux autres.
Et tandis que la nuit retombait sur Montpellier, enveloppant la ville d'un calme trompeur, une certitude s'imposait peu à peu, discrète mais irréversible. La guerre silencieuse initiée par Raphaël Atlan ne faisait que commencer, et ceux qui s'y trouvaient impliqués n'avaient encore qu'entrevu l'ampleur des conséquences qu'elle allait engendrer.